Bonjour, donc dans cette vidéo, on va s'attaquer à l'algorithme de Dijkstra puisque maintenant on dispose de l'outil fil de priorité depuis la dernière vidéo et bien sûr votre lecture attentive du polycopier. Donc l'algorithme de Dijkstra, il a le même objectif que l'algorithme de Bellman-Ford, c'est-à-dire de calculer les plus courts chemins depuis une origine fixée. Et il a une différence, c'est que ici, nous allons considérer des graphes avec des poids positifs ou nuls. Alors, comment marche l'algorithme de Dijkstra? Eh bien, écoutez, le voici. On a d'abord une phase d'initialisation où pour chaque sommet petit u, on va initialiser pi de u à nil. Pi va correspondre à l'arborescence des plus courts chemins qu'on va construire. D de u va être initialisé à 0 pour le sommet petit s, origine. Et à l'infini sinon, que va être d de u? Eh bien, il va jouer le même rôle que dans l'algorithme de Bellman-Ford, ça va être une surapproximation de la distance delta de SU, donc la distance d'un plus court chemin entre S et petit u. Et pourquoi est-ce que ça va être une surapproximation? Je ne vais pas le réexpliquer ici, mais en fait, c'est exactement pareil que pour Bellman-Ford. On a une initialisation qui le garantit effectivement, et ensuite, il y aura des opérations de mise à jour qui vont procéder exactement de la même manière que pour Bellman-Ford. Donc, je tiens pour acquis le fait que D de U est bien une surapproximation de delta de SU. Ensuite, on va construire une file de priorité dans laquelle on va ranger tous les sommets de notre graphe selon la priorité définie par petit d. D'accord? Donc là, il va y avoir un sommet avec une clé égale à 0 à l'initialisation et tous les autres à l'infini. C'est bien sûr petit s qui va se retrouver en tête, à la racine de la file de priorité. Et ensuite, l'algorithme, le cœur de l'algorithme, c'est cette boucle-là. Tant que la file est non vide, je vais extraire le minimum de la file, donc le sommet restant dans la file qui a la priorité la plus petite. Et ensuite, pour chaque arc qui part de U, eh bien, je vais regarder, donc pour chaque arc qui part de U et qui va me mener vers un sommet V, eh bien, si D de V est strictement plus grand, donc la valeur courante de D de V est strictement plus grande que ce que j'obtiendrai en passant par U et avec l'arc UV, avec le poids de l'arc UV, eh bien, je vais mettre à jour D de V, exactement comme pour Bellman-Ford, préciser que la valeur courante de D de V en fait est obtenue via U, en mettant à jour la table pi, et en mettant à jour aussi la clé de V dans la file de priorité petit f. Donc, mise à jour file Dijkstra, c'est une fonction qui est développée dans le polycopier et qui va prendre un temps en log de n, où n, c'est le nombre de sommets du graphe. Et l'idée clé de l'algorithme, c'est lorsque vous allez extraire un sommet de la file, donc à ce moment-là, eh bien, la valeur que vous avez calculée pour D de U correspond exactement à la distance d'un plus court chemin entre S et U. Et c'est ça qu'il va falloir montrer pour garantir la correction de l'algorithme, puisque en fait, une fois que vous avez extrait un sommet, vous ne modifiez plus jamais sa valeur D. Alors, on va prendre un petit exemple. Prenons cet exemple de graphe ici. Vous avez le sommet S qui va servir comme point, comme origine de calcul des plus courts chemins. Vous avez le poids des différents sommets. Et en fait, à la première étape, on va bien sûr extraire le sommet petit s avec un d de s est égal à 0, ce qui va permettre de découvrir que x1 est à distance de 1 de s et que x3 est à distance 10. À l'itération suivante, donc on va extraire x1 parce qu'il a un d le plus petit, puisqu'en fait la concurrence ici serait avec x3 mais qui vaut 10 ici, et puis tous les autres sont à l'infini. Ensuite, on va extraire x2 parce que le fait d'avoir extrait x1 a permis de voir que x2 était en fait à distance 3, c'est-à-dire 1 plus 2. On va donc extraire x2 avec un d de x2 est égal à 3. Quant à d de x3, lui n'a pas changé. Puis ensuite, on va découvrir x4 qui va être en fait à distance 5, 2 plus 2 plus 1. Et là, en fait, lorsqu'on va choisir x4, en fait, la concurrence ici sera en fait entre x4
4 qui sera à distance 5, mais aussi x3 qui sera à distance 8. Vous voyez, en fait, la distance de x3 sera passée de 10 à 8, parce que grâce à la découverte de x2, on aura trouvé un chemin un peu plus court pour aller de S à x3 en passant par x2 et en rajoutant donc 5 plus 3, la distance de x2. Ça a permis de rapprocher x3 de S. Avant, on n'avait vu que cette transition-là. Et bien, en fait, grâce à la découverte de x2, on a un chemin un petit peu plus long qui mène à x3 et un peu plus court aussi. Un peu plus long en nombre d'arcs et plus court en distance. Et puis ensuite, à l'étape suivante, on va trouver x3 avec d de x3 est égal à 7. Et puis, in fine, on va trouver x5 à distance 8. Et les arcs en vert ici correspondent à l'arborescence des plus courts chemins. Voilà grosso modo comment marche l'algorithme de Dijkstra. Et alors, le théorème qui va asseoir la correction de notre algorithme peut se formuler comme ceci. En fait, à la ième itération, lorsqu'on extrait un sommet UI de la file de priorité F, eh bien, on n'a que D de UI, donc la valeur calculée pour UI dans la table D, correspond précisément à la distance d'un plus court chemin entre S et UI. Alors c'est bien sûr vrai pour le premier sommet, petit s, puisque en fait sa distance de S sa distance par rapport à lui-même est de 0. Pourquoi est-ce qu'elle est de 0 ? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'arc négatif, donc ça ne peut pas être moins l'infini. C'est donc bien la bonne valeur. Et ensuite, en fait, on peut montrer que ça continue à être vrai. Et alors, pour le montrer, eh bien, on va supposer que c'est faux. C'est-à-dire, on va supposer qu'il existe un certain UI. On va prendre le premier dans ce cas. On va choisir le premier UI tel que, lorsque on va l'extraire de F, on aurait D de UI qui serait strictement plus grand que delta de S de UI. D'accord ? Je vous rappelle que D de UI est un majorant de delta SUI. Et donc, si jamais cette propriété-là est fausse, c'est bien qu'il est strictement plus grand. Très bien. Donc, supposons cela. Et on va montrer qu'en fait, ça n'est pas possible. Bien, on va donc, premièrement, considérer un plus court chemin, ρ, qui va aller de S à UI. Pourquoi est-ce que je sais qu'il existe ? Parce que vous voyez, delta de S de UI, il est strictement plus petit que D de UI, et donc c'est bien une valeur, une valeur finie. Donc il y a bien un plus court chemin de S à UI. Disons que c'est ce chemin ρ ici. Et le long de ce chemin, je vais aller chercher le premier sommet X, le long de ρ, qui n'a pas encore été extrait de la file de priorité grand F. Pourquoi est-ce que ce X existe ? Eh bien parce que si jamais tous ces sommets le long de ce chemin avaient été extraits de F, puisque UI est le premier sommet à ne pas respecter la propriété qui nous intéresse, ça voudrait dire que son prédécesseur immédiat, ici, aurait déjà été extrait de F et aurait sa valeur D qui correspondrait au delta de S à X. Et du coup, puisqu'on l'aurait aussi examiné cette dernière transition, en fait, D de UI serait forcément égal à delta de S de UI, ce qui n'est pas possible. Donc, ce X-là, ce X le long du chemin qui n'a pas encore extrait de F, existe forcément. Alors maintenant, je vais prendre le prédécesseur immédiat de X le long de ρ, c'est-à-dire le sommet Y ici. Y existe puisque en fait ce X-là ne peut pas être S. D'accord ? Puisque S, on sait, il a été extrait. Très bien. Donc puisque Y est un prédécesseur de X, puisque Y est avant UI, on sait, et que Y a bien été extrait de la file, on sait que D de Y est égal à delta de SY. Mais de ça, on en déduit immédiatement que lorsqu'on a extrait Y, on a donc examiné la transition YX, et donc on a mis à jour D de X, et qu'en fait D de X est bien égal à delta de SX. C'est-à-dire que le D de X ici correspond bien à la distance d'un plus court chemin de S à X. Alors maintenant, on peut tout assembler et on arrive à une contradiction. Pourquoi ? Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette affaire-là ? On en déduit forcément que D de X est strictement plus petit que D de UI. Parce que si jamais ce n'était pas le cas, ça voudrait dire en fait que ici on aurait forcément un poids nul et que D de UI serait en fait la distance d'un plus court chemin entre S et UI. On a donc ici
quelque chose qui va être strictement positif. Mais alors, du coup, comment est-ce possible qu'à l'itération, à la ième itération, on a extrait ce sommet-là, alors que ce sommet x était encore dans la file, puisque par construction, on a cherché un sommet qui était encore dans la file, non encore extrait de f. Donc on a un sommet x qui est dans la file et qui est un d strictement plus petit. Il n'est donc pas possible, à cette itération-là, d'avoir extrait ui. Ce serait forcément en priorité x qui devrait être extrait. Et cela termine cette preuve de correction. Encore une fois, c'est un sketch de preuve et je vous invite à aller la lire en détail dans le fameux polycopier. En termes de complexité, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, la phase d'initialisation est bien linéaire dans le nombre de sommets. La construction de la file se fait en temps linéaire. Si vous avez lu le poly, vous le savez. Et ensuite, on a une boucle tant que. On va, pour chaque sommet, extraire le sommet une seule fois. On ne le remettra jamais plus dans la file. Donc, on va avoir grand S extraction de sommet. Donc, grand S log de S. On va majorer toutes les opérations sur la file par log de S. Et ensuite, pour chaque arc, donc chaque arc UV sera examiné exactement une fois, puisque ce sera à l'extraction de U. Et donc pour chaque arc UV, eh bien, on va faire potentiellement une mise à jour de la file qui va aussi prendre un temps log de S. Et donc on a une complexité en grand taux de S plus A fois log de S. Et comme en général on a bien le nombre d'arcs qui est supérieur au nombre de sommets, on peut ramener ça à grand taux de A fois log de S. Alors, on peut faire maintenant une petite comparaison entre Dijkstra et Bellman-Ford, puisque finalement on a un algorithme de Dijkstra qui est un peu plus compliqué que l'algorithme de Bellman-Ford, puisqu'il utilise une file de priorité, sa preuve est un petit peu plus technique. Il est limité au graphe avec des poids positifs, et il a une complexité, certes, qui semble meilleure. Tandis que Bellman-Ford est vraiment plus simple, il prend en compte des arcs de poids positifs ou négatifs, et il a une complexité pas si mauvaise. Alors la question qui se pose immédiatement, c'est est-ce que la différence de complexité est significative? Est-ce que ça vaut le coup de s'enquiquiner avec des fils de priorité et un algorithme un petit peu plus compliqué, plutôt que d'utiliser tout simplement Bellman-Ford? Alors la réponse à cette question est simple et elle tient en 3 lettres, c'est oui. Il y a une vraie différence de complexité entre ça, grand taux de A fois log de S, et A fois S. Le logarithme est une opération qui est beaucoup plus petite que... donc log de S est beaucoup plus petit que S. Et si vous faites un essai, moi j'ai fait un essai sur ma machine, avec des programmes Python très simples, eh bien, pour un graphe de 6000 sommets, je vais avoir une réponse quasi immédiate de Dijkstra, disons en 1 seconde, alors qu'avec Bellman-Ford, il va falloir une vingtaine de secondes pour obtenir les résultats. Donc il y a véritablement une vraie différence. Si votre graphe utilise que des poids positifs ou nuls, alors c'est clairement Dijkstra qu'il faut utiliser et pas Bellman-Ford. En termes de programmation, je les ai rappelés ici. Mais donc ça c'est des algorithmes, pardon, et en termes de programmation, les voici. Si vous les programmez en Python, c'est extrêmement simple à faire. Ici, le global infini, en fait infini, va être initialisé au maximum des nombres que vous pouvez utiliser. Ici, j'avais dû prendre des poids entiers, donc j'avais pris max int ou quelque chose comme ça. C'est facile à faire, encore une fois. Le message, en vous montrant ça, je n'ai qu'un seul objectif, c'est de vous convaincre de programmer ces algorithmes, car pour les apprendre, il faut les programmer.